le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Février-Desmonts. Marie-Pierre est docteure en sciences de l'éducation et spécialisée de l'éducation des adultes au bonheur. Auteure de plusieurs ouvrages sur le bonheur, elle est titulaire d'un doctorat sur le bonheur au travail. Elle a exercé des missions de service public pendant plus d'une quinzaine d'années en tant qu'agent contractuel de la fonction publique, puis comme manager de structures parapubliques. Elle intervient depuis une dizaine d'années comme formatrice consultante pour la fonction publique, notamment territoriale, sur des sujets tels que le bien-être au travail, l'innovation managériale et le développement de la créativité des équipes. Je vous souhaite une belle écoute. Merci de m'accueillir. Alors, je suis de retour à Bordeaux. Donc, comme tu sais, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Ça m'a amené à interviewer plus de 1500 personnes, plus de 200 000 kilomètres à l'heure d'aujourd'hui autour de la planète. Et donc, nous voilà encore pour parler du bonheur. Alors, je vais te laisser te présenter parce que tu es parmi les spécialistes du bonheur. Donc, on t'écoute. Récemment, oui. Bonjour. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Février-Desmonts. Donc, c'est vrai que je suis devenue spécialiste du bonheur depuis peu puisque j'ai terminé un doctorat sur le sujet, spécifiquement sur le sujet. Donc, avec l'université de Sherbrooke au Québec, en partenariat avec une université française à Angers. Et donc, effectivement, j'ai plongé dans le bonheur un petit peu sous toutes ses formes pendant 4 années, pour m'intéresser, pour comprendre un petit peu plus en fait. C'était ça qui m'intéressait, moi, c'était comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passait avec le bonheur. Alors, en quoi ça consiste ces études que tu as faites ? Alors, en fait, c'est de la recherche, c'est une thèse, la recherche scientifique. C'est vrai que, étant donné que j'avais, en fait, ce doctorat, il est venu la conjonction entre plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, au départ, je suis ingénieure agronome, donc je travaillais plutôt avec les agriculteurs. Et de fil en aiguille, je faisais déjà de la formation. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue que c'était plutôt les projets, et à travers le projet, l'humain qui m'intéressait plutôt que la technique. Et donc, de fil en aiguille, je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement de projets des humains, et à tous les niveaux. L'accompagnement de projets individuels, donc aussi bien de la reconversion que de changement d'emploi, améliorer ses compétences ou même créer son entreprise, à l'émergence de projets, que le projet collectif. Et puis, donc de fil en aiguille, j'ai créé plein de choses autour de ça. Je me suis formée un petit peu sur le tas, au fur et à mesure, par plein de petites formations en lien avec vraiment l'humain. Et ça, c'est vraiment ça qui me passionnait. Et puis, comme j'écrivais d'autre part, et j'adorais écrire, j'adore toujours écrire, j'écrivais des romans, des poésies, et bien je m'étais dit, mais il faudrait quand même que je me mette à écrire un livre pédagogique, parce que j'inventais aussi, je suis assez créatrice, donc j'avais créé mes propres formations, donc je voulais réunir mes deux côtés de l'écriture et puis de la pédagogie. Et puis ce livre, il n'arrivait pas à sortir, moi qui d'habitude, quand j'essaye de faire un truc, ça va bien. Et voilà. Ensuite, de fil en aiguille, je me suis mis à mon compte à un moment donné comme formatrice. Et quand j'ai voulu commencer à travailler avec des entreprises, de bouche à oreille, il y a des choses qui se faisaient bien. Mais après, quand on soit certaines entreprises, soit des appels d'offres, j'avais plus du tout le diplôme en lien. Quand ils veulent un diplôme, j'avais pas le diplôme en lien avec le sujet. Donc quelque part,
à un moment donné, je me dis, il faudrait que je fasse je pensais peut-être faire un master, quelque chose comme ça. Et puis, je suis tombée de fil en aiguille sur l'Université catholique d'Angers, qui m'a accueillie. Et quand j'ai parlé un petit peu de mes projets, enfin, de ce qui m'intéressait, mais ils m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas une thèse? T'as déjà un DEA, en plus, c'est déjà un niveau master pour pouvoir entrer en doctorat. Et puis, ils me disent, en plus, on a une thèse qui va démarrer en lien avec le Québec. Alors, le Québec, c'est déjà une histoire pour plusieurs choses par rapport à moi. Et en fait, je suis entrée comme ça dans cette thèse et je me suis rendu compte que c'était la réponse à la fois à avoir un diplôme en lien avec ce que je faisais, et puis en même temps, c'était aussi la réponse à un livre, puisque écrire une thèse, c'est 300 à 500 pages, hein. Donc voilà. Sauf que là, je le faisais sur le bonheur. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça, c'était pas le bonheur au départ directement mon sujet. Voilà, si tu t'expliques un petit peu peut-être. Ouais. Voilà. Donc au départ, moi ce que j'avais vu, c'est que je voyais qu'il y avait de plus en plus de mal-être au travail. Donc je le voyais à différents niveaux. Je le voyais aussi bien au niveau d'intervention collective, quand j'intervenais pour des organisations, que les personnes que j'accompagnais individuellement en projet. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient créer une entreprise, mais c'était beaucoup par défaut. C'est-à-dire, elles voulaient surtout plus retrouver ce qu'elles avaient vécu en entreprise, des burn-out, des choses comme ça. Donc, c'est là que je me dis, il y a quand même des choses qui allaient pas. Et puis, à un moment donné, une période où je cherchais un petit peu des missions supplémentaires, j'étais tombée aussi sur une offre de remplacement dans un collège, et je l'avais pris parce que j'avais aussi une autre association à côté où on développait des interventions dans des collèges avec les arts, en fait, pour améliorer un petit peu la connaissance de soi, l'estime de soi et compagnie. Donc j'ai fait ce remplacement en collège, mais je me suis aperçue qu'il y avait une grosse souffrance aussi de tout le monde, des élèves, des profs, et puis donc du coup je faisais ce parallèle, mais je me dis il y a quand même un problème, parce que je vois le mal-être à l'école et puis je vois le mal-être dans l'entreprise. Donc j'étais partie à faire mon doctorat, il faut un sujet de débat, en me disant je vois qu'il y a un parallèle entre le mal-être en entreprise et le mal-être à l'école. Essayons de creuser un petit peu plus pourquoi. Est-ce que moi dans mes compétences et dans ce que j'aimais faire, je voyais bien qu'il y avait quelque chose au niveau du comme si le savoir-être, qui était le parent pauvre, qui avait pas dans les 4 piliers de l'UNESCO, tu sais, le savoir-faire qui avait été hyper développé, et puis le savoir-être et le savoir-vivre ensemble qui avait absolument pas été développé ni à l'école ni dans l'entreprise. Donc j'étais un peu partie là-dessus. Et puis ça se passe bien, on fait le premier séjour au Québec, parce que pendant la thèse, pendant 4 ans, donc c'était que des adultes qui étaient avec moi, toutes des personnes avec déjà au travail, c'est-à-dire la plus jeune, elle avait 38 ans, tu vois. C'était parce que c'est une thèse de doctorat qui est faite pour faire de la recherche quand même assez appliquée, en lien étroit avec un terrain professionnel. Et donc c'est ça qui est vachement intéressant. On doit partir de problématiques professionnelles, s'élever au niveau de la recherche pour après en asseoir mieux des retombées au niveau professionnel. Et donc donc on fait un premier séjour au Québec, parce qu'on avait tous les ans 1 mois par an au Québec. On a fait 3 séjours là-bas, un mois entier, avec des cours de méthodo intensifs, avec la mentalité québécoise que j'aime beaucoup. Et le premier jour, il y a un chercheur qui nous dit donc vous savez, une thèse c'est long, c'est difficile, il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, c'est du sacrifice, donc il faut vraiment que vous preniez un sujet qui vous tienne, qui vous motive. Et ok. Et il y avait beaucoup de mes collègues qui avaient des sujets, ça des fois un peu pointus dans leur domaine professionnel et tout ça. Et donc après ça, moi ça me trottait dans la tête. Et puis je suis rentrée au logement le soir. Puis je me dis mais c'est quoi qui vraiment, je veux vraiment savoir Et du coup, la réponse m'est venue comme ça, comme si sans réfléchir, tu vois. Mais peut-on apprendre le bonheur?
Voilà, c'est ça qui m'est tombé dessus comme ça Alors on a tous envie de savoir. Alors est-ce qu'on peut C'est possible, ça s'apprend. Et ben pour tout apprendre le bonheur, ça a été ma question de départ de recherche. Okay. Et oui, pour moi la conclusion, ça va être que oui. Ouais, okay. Ça va être que oui à l'issue du croisement en fait entre toute l'analyse de mes propres expériences et puis l'analyse de tous les résultats scientifiques. Mais quand j'ai débarqué là-dedans, du fait je ne savais même pas que le bonheur était étudié scientifiquement. C'était même d'ailleurs puisque moi c'était une thèse en sciences de l'éducation, parce que par rapport à l'information, et même mes collègues ils me regardaient quand je suis revenue le lendemain avec ce sujet-là, comme on était au départ l'autre université, c'était l'université catholique de l'Ouest, ils me disaient en boutade, ouais mais tu t'es trompé de fac, fallait aller à la fac de théologie. En réalité, ça fait combien de temps qu'on cherche cette question du bonheur? Le bonheur, l'atteinte du bonheur, ça fait plus de 2000 ans, quoi. C'est déjà. Voilà, Platon, en fait, il avait déjà posé le bonheur comme un déterminant de l'action humaine. De toute façon, donc et voilà. Et donc quand j'ai cherché, alors c'est sûr que quand je prends l'entrée éducation, l'entrée des sciences de l'éducation, là c'est plutôt le bonheur s'apprend pas. Ils étaient plutôt là-dessus, parce que soit parce qu'ils étaient trop sur les savoir-faire accentués, soit parce qu'il y en a qui disaient le bonheur, les savoir-être ça s'apprend pas, même si on va là-dessus, donc donc c'est le bonheur non, c'est on est heureux ou on l'est pas, ou pour les sciences d'éducation ça c'est une théorie quoi. Ouais. Et donc du coup en creusant, on creuse, c'est ça qui est super dans la recherche, c'est que on est vraiment du Sherlock Holmes qui découvre petit à petit les sujets, et c'est vraiment passionnant. Et c'est là que j'ai découvert la psychologie positive, donc qui s'intéressait entre guillemets la science du bonheur, et du coup qui commençait à avoir matérialisé un peu plus des recherches sur le bonheur et le bien-être. D'accord. Et voilà. Donc, alors je vais rencontrer Jacques Leconte, peut-être. Oui, bien sûr. J'ai rencontré moi au premier congrès de la psychologie positive qui a eu lieu à Metz en 2013. D'accord. Donc voilà. Et donc là j'avais pu déjà faire une communication là. Okay. Et j'ai rencontré Jacques Leconte qui est un des pionniers en France. Clairement. Voilà, tout à fait. Parce que quand on regarde du côté du Québec, il y avait beaucoup plus d'avance. Évidemment. Donc du coup moi je me suis nourrie beaucoup l'avantage c'est que il y a toujours oui, c'est pour ça que je disais que j'avais une histoire avec le Québec avant, c'est que déjà en formation adulte, on avait des méthodes ou des choses comme ça qui étaient déjà issues de méthodes québécoises, okay. Qui étaient déjà intéressantes. Mais le Québec a un peu d'avance par rapport toute l'Amérique en général. Et puis même si on recherche, on utilise beaucoup l'anglais, et moi je lis très bien l'anglais, je le parle plus difficilement comme beaucoup de Français. Mais l'avantage c'est que les Québécois ils avaient traduit, donc ça va un peu plus vite. Ils avaient traduit énormément de choses, et j'ai rencontré aussi là-bas, moi j'ai travaillé un petit peu au Québec avec Léandre Bouffard, qui est le chercheur qui a traduit le livre de Csikszentmihalyi, Vivre la psychologie du bonheur, qui parle de la théorie du flow. Alors, la théorie du flow. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la théorie du flow pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, tout à fait. Alors, la théorie du flow, ça, c'est quelque chose ça a été vraiment une des choses qui m'a beaucoup inspirée, parce que en lisant ce qu'avait découvert Csikszentmihalyi, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais bon sang, mais il me décrit là. C'est incroyable. Il décrit ma façon de fonctionner, quoi. Et alors ça fait bizarre parce que dans les milieux professionnels, il y avait certaines choses que j'avais mis en place intuitivement, qui me semblaient aller dans le bon sens, mais j'avais pas toujours eu les échos des institutions très positifs, ce qui fait que j'avais créé en fait une formation avec d'autres personnes en dehors pour aider des personnes à sortir des impasses professionnelles. Et comment on avait créé cette formation? Je vais y venir. Comment on avait créé cette formation? Eh bien, on avait dit qu'est-ce qui nous a aidé nous? Qu'est-ce qu'on aurait aimé que les personnes nous apportent? Et donc moi, j'ai recréé une pédagogie à partir de mon propre fonctionnement que j'aurais aimé qu'on m'éclaire un peu. Et en fait, ces personnes, on les a sorties vraiment de l'impasse, et en fait, on les a aidées selon la pédagogie du flow. Et donc, non seulement en lisant le livre de Csikszentmihalyi, j'ai aperçu qu'il me décrivait ma manière de fonctionner, mais j'avais
une théorie scientifique qui validait ce que j'avais apporté, alors que les institutions à l'époque nous avaient plutôt ne voulaient pas entendre parler de ce qu'on faisait, quoi. Ça m'étonne pas. Ouais. Mais alors c'est quoi du coup? Alors c'est quoi? Donc la théorie du flow. Donc Csikszentmihalyi, il a interrogé pendant plus d'une dizaine d'années des milliers, on est plutôt de l'ordre du millier de personnes, il avait des étudiants avec lui, des milliers de personnes, et en leur demandant des personnes qui se disaient heureuses dans un travail, et plus largement dans une activité. Et voilà. Et cette activité, rémunérée ou pas rémunérée. Les gens qui se déclaraient heureux en travaillant. Voilà. Okay. Et donc, il a interrogé toutes ces personnes-là. Alors, donc, dedans, il y avait par exemple, des chirurgiens, des entrepreneurs, des gens dans une activité salariée, des artistes, qu'est-ce qu'il y avait encore, des gens qui escaladaient l'Everest, voilà. Peu importe, voilà. Il y a tous les profils, pourvu que ces personnes-là, eh bien, elles étaient captées parce qu'elles disaient qu'elles étaient heureuses dans ce qu'elles faisaient. Donc déjà, il avait compris que, en faisant ça, que finalement, si en regardant d'abord un petit peu en amont, il s'est aperçu que le bonheur, on ne le trouvait pas dans les loisirs passifs, voilà, mais que plus dans l'activité. Et il s'est aperçu après, quand il a affaire d'interroger plein de gens, eh bien que toutes ces personnes, il lui semblait qu'elles décrivaient quelque chose un fil commun. Okay. Et donc, en croisant ces milliers d'interviews, il a retrouvé ce fil commun. Et ce qui fait qu'en fait, les personnes là, le flow, c'est un espèce de sentiment de fluidité. Fait que quand on travaille, donc rémunéré ou non rémunéré, on est motivé par l'activité par elle-même. On a l'impression de travailler sans travailler. Finalement, ça devient le temps passe vite. Voilà, le temps passe vite, on voit pas le temps passer. T'es en train de le décrire. Oui, c'est ça, mais on est concentré dans ce qu'on fait, et en fait, ça peut être dur, ça peut être compliqué, il faut faire des efforts, mais quand on a fini, on ressent un sentiment d'enchantement si intense, donc un sentiment de bonheur, et tel que il nous tarde la prochaine fois où on va s'y mettre. Voilà. Donc, les critères du flow, c'était ça. C'était être engagé dans des activités avec des buts clairs, présentant un niveau de défi à hauteur avec ses aptitudes de base. Et donc là où c'est intéressant, c'est que les aptitudes, ce ne sont pas que des compétences en devenir, c'est aussi des talents innés que l'on a. Et à un moment donné, c'est-à-dire que si notre niveau de défi est trop haut par rapport à notre niveau de capacité, on va être trop dans l'anxiété. Si au contraire c'est trop bas, on va être dans l'ennui. Et il y a une zone qui est optimale, qui est le flow. Et donc on ressent, on a l'impression de fluidité. Flow, ça se traduirait par fluidité, un petit peu comme ça. Et puis donc il faut avoir la maîtrise, une certaine maîtrise de l'activité, qu'on ait un peu la main dessus, un feedback. Et donc ce feedback, il peut être donné, soit c'est nous-mêmes qui nous le donnons, soit il est donné par quelqu'un, mais enfin on voit quelque chose qui avance. Et puis voilà, on est concentré dans cette activité et le temps passe vite. Et donc on ne ressent pas spécialement d'émotion pendant l'activité parce qu'on est concentré sur ça. C'est une forme méditative. Oui. Alors voilà. Donc tu fais bien de dire ça parce que en fait, moi en étudiant après d'autre côté la méditation pleine conscience et en regardant le flow, en fait quelque part il se passe un petit peu la même chose. Ouais. C'est-à-dire que on est concentré sur une chose, c'est de la concentration et on n'est pas perturbé par autre chose, on est vraiment dans l'instant présent, dans ce qu'on fait, motivé par ce qu'on est en train de faire et non pas par une activité extérieure ou si pour reprendre l'école la motivation de la carotte et du bâton ou le travail de la rémunération actuellement uniquement c'est l'activité par elle-même. Ce qui veut dire qu'on peut recommander à la population de trouver leur excellence pour la mettre à contribution pour un bien commun. Ouais. Et donc, du coup, ils seront dans une espèce de flow. Oui, tout à fait. Et moi, je commence, du coup, maintenant Alors, j'avais déjà, c'est pour ça que je disais que j'avais accompagné les personnes. C'était les personnes dans une impasse. Et du coup, on avait travaillé. Moi, j'avais mis à plat leur savoir-faire, savoir-être. Ça, c'était la pédagogie que j'avais appris au Québec, la reconnaissance des acquis.
qu'est-ce que vous avez acquis tout au fur et à mesure, mais c'est plus qu'un bilan de compétences. C'est voilà où on regarde vraiment le savoir-être, les valeurs et compagnie. Et puis après de trouver quelque chose qui motive les personnes suffisamment, d'une manière suffisamment grande, donc vraiment un grand but pour qu'il y ait cet élan. C'est cet élan qui les amène à aller de l'avant, et puis après adapter un peu les niveaux de défi pour qu'elles aient envie vraiment d'y aller, d'être motivées, et puis voilà, les personnes elles se sont retrouvées, parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens par exemple partent dans un travail parce que ils avaient été dirigés soit par des professeurs, soit par leurs parents ou un entourage, et des fois ils ont pas fait vraiment ce qui leur plaisait, et donc à un moment donné il y a une cassure, soit ils se sont virés, soit ils ont un burn-out, soit n'importe quoi d'autre, et du coup ils se retrouvent, ils savent plus. Donc, il faut retrouver c'est un peu comme si on retrouvait leur être profond. Qu'est-ce qu'il y a dans leur être profond? Donc, dans leur capacité naturelle à pouvoir aller de l'avant. Et puis, seulement après, mettre ça, quand c'était des entrepreneurs, seulement après, mettre ça en rapport avec le marché. Parce que là, moi, j'ai été directrice à un moment donné d'une boutique de gestion pendant 2 ans. Voilà. Et là, il y avait la démarche inverse. C'est pour ça que je suis pas restée, parce que j'ai créé après moi-même mon activité. Parce que en fait, comme on était accompagnés, mais bon, je devrais dire les boutiques de gestion, les CCI ou les chambres des métiers en général, les organismes dits classiques, ils accompagnaient. En fait, l'adéquation au projet, ça prenait 1 heure. On regardait, oui, vous avez les bonnes compétences, c'est bon. Mais en fait, on ne faisait que l'approche marché. Faut aller là parce que c'est là que vous avez là, vous allez gagner votre vie. Là, c'est là qu'on cherche du genre là. Mais ça suffit pas. Parce que, qu'est-ce que c'est le marché? C'est les gens. Donc, en fait, c'est comme si un peu on décentrait tout le monde vers ce que on croit que les gens attendent. Ouais, tu vois le truc. Ouais. Alors qu'en fait, en remettant d'abord les gens, les gens sur là où ils vont être, ils vont trouver leur créneau, ils vont trouver, voilà. C'est clair. Et du coup, ça veut dire que c'est un outil pour tendre vers le bonheur. Oui, tout à fait. D'identifier là où on excelle, quoi, et de se lancer dedans. C'est ça. Tout à fait, exactement. Et donc là où on excelle, en fait, c'est ça, c'est qu'on a déjà repéré certains savoir-être ou talents ou capacités innées. Parce qu'on sait très bien, par exemple, je donne un exemple simple. Par exemple, 2 personnes apprennent la musique. Et des fois, pour toutes les 2, il peut y avoir une motivation extérieure au départ. Par exemple, leurs parents les amènent à dire, voilà, il faut que vous appreniez le piano. Donc, ok, il faut faire des efforts au début, tant bien que mal. Voilà, on persévère pas. Tant que il y a l'obligation, on continue. Et puis, à un moment donné, au bout de, on va dire, je sais pas, moi, d'1 an ou 2 ans ou 3 ans, les enfants sont plus grands et leurs parents leur laissent le choix. Eh bien, il y en a un qui va s'arrêter, puis il y a l'autre qui va continuer. Celui qui a continué, il a trouvé son flow. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dépassé cette difficulté de départ, et puis ça correspondait à quelque chose de profond en lui, qui fait que, voilà. Et puis celui qui a arrêté, non. Voilà. Donc c'est ça, on sait bien que par exemple il y a même si je prends toujours la musique, il y a des gens qui vont bien réussir en musique parce que même d'ailleurs naturellement, ils ont même pas besoin de solfège, c'est à l'oreille. Il y en a d'autres qui vont apprendre, ils vont bosser dur. Mais à un moment donné, les 2 peuvent atteindre le flow quand même, parce que à un moment donné, ils vont, voilà, ça va continuer. C'est-à-dire à chaque fois que nos capacités augmentant, tu fais augmenter tes défis, tes propres défis, et puis ça continue. Tu as du feedback, c'est-à-dire que bien sûr que le feedback, c'est soit toi-même. C'est-à-dire, tu vois ce que tu fais, ça t'apporte quelque chose à un moment donné, soit d'extérieur. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si ce que tu fais dans ton coin n'intéresse personne, rien, là tu vas peut-être plus être trop dans le flow, quoi. Ou alors faut vraiment que ça t'apporte vraiment à toi quelque chose de très fort. Mais sinon, à un moment donné, quelqu'un qui investirait des heures et des heures et des heures, ne serait-ce que si ça plaît au moins à une personne, il va avoir un feedback. Ouais, c'est le même constat que j'ai fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui apporte à un bien commun. Il faut que tu te sentes utile, quoi. Oui, tout à fait. Il faut que ça serve au moins à quelqu'un d'autre, parce que c'est ça qui va continuer à te donner, c'est aussi ça. Mais voilà, donc ça peut être, en tout cas, il faut toujours un effort de départ, il faut s'engager.
Et c'est, tu vois, avec l'école, le parallèle que je vais faire. C'est pour ça qu'à l'école, on a du mal à trouver ça parce que l'engagement, on est plus au zapping qu'à l'engagement. Voilà, les méthodes sont toujours les méthodes d'il y a 30-40 ans. C'est clair. Ça n'a pas bougé, alors que les enfants, d'un autre côté, eh bien, au niveau, par exemple, de l'informatique ou des jeux ou je sais pas quoi, eh bien, quelque part, il y a certains jeux qui sont faits, qui utilisent la théorie du flow. C'est-à-dire, tu fais des quêtes, des jeux de quêtes, des jeux de rôle, des jeux où tu vas être ça, tu vas des petits défis, tu vas progresser, tu vas monter, t'es encouragé par tout ça. Donc, ils vivent ça à côté, puis à l'école, ils sont assis 8 heures par jour sur une chaise, à pas avoir de sens, à rien. Et il y a un énorme décalage. Moi, je vois, par exemple, mon fils, j'ai 2 fils. J'en ai un là qui a 15 ans. Je voyais quand, par exemple, en 3e, lui, il a progressé en anglais, mais pas avec l'école. Il a progressé en anglais parce qu'il faisait certains jeux de rôle en ligne à l'ordi avec d'autres. Puis à un moment donné, il se trouve en connexion avec des Anglais. Puis tu sais, les jeux maintenant, tu peux pas faire que tchatcher, tu peux aussi. Et donc il a commencé à parler avec des Anglais. Et du coup, il a appris plein de choses en anglais. Puis il se payait des super notes en anglais parce que là, il y avait quelque chose. Mais à l'école, non, ça c'est à se demander, même si on n'apprend pas mieux tout seul. Ouais, mais oui, c'est pour ça qu'il y a des fois, voilà, qu'il y a des choses à, et donc il y a une pédagogie. Donc moi, là, dans mon doctorat, donc j'ai approfondi un petit peu toutes ces choses-là, et j'avais lu des écrits de Maria Montessori. Et en fait, quand la connaissance que j'avais acquis du flow, parce que ce qui était vachement bien, le flow, c'est l'acquérir la connaissance scientifiquement et intérieurement, parce que tu vois tout de suite mieux. Eh bien, elle parlait justement d'un élan créatif naturel chez l'enfant, et de lui laisser, finalement, tu lui donnais plein de petits ateliers, plein de choses, puis tu le laissais aller voir là où il voulait aller, et naturellement, il y en a qu'à aller à cet atelier-là, d'autres à cet atelier-là, d'autres. Puis du coup, en fait, moi, je vois bien que c'est le flow qu'elle avait mis en avant. Tout à fait. Et certains même, c'est Summerhill qui a mis ça en place en Angleterre il y a une trentaine d'années, je crois, une quarantaine d'années, pour pas dire de bêtises, qui lui prône la non-éducation. Et ça va dans le sens justement de Montessori. L'idée, c'est tu crées un environnement pour les enfants, donc ils aient tout à disposition, et l'enfant, de par lui-même, il est suffisamment curieux et désireux d'apprendre qu'il va aller, je sais pas, si un matin il va apprendre les maths, il va aller apprendre les maths. C'est ça. Et il apprendra 10 fois plus vite que s'il écoute un prof pendant 4 heures alors qu'il n'était pas prédisposé à ce moment-là à écouter. C'est ça. C'est ça. Et donc du coup, au Québec, tu vois, j'ai bien vu que ça, il commence à se développer de plus en plus d'écoles Montessori. Après, moi, je mets un petit bémol, parce qu'il y en a en France un petit peu qui se montent aussi. Il y a 2 petits bémols. Le premier, c'est que déjà, souvent, ça se limite au maternelle primaire. Donc voilà. Donc après, puis après, à mon avis, le saut, si tu fais ça, puis qu'après tu reviens dans t'as peut-être encore moins préparé. Donc ça va peut-être pas être génial. Puis la deuxième chose, c'est que le problème, c'est que souvent les écoles Montessori, elles utilisent le référentiel de Montessori d'il y a 100 ans. Or, toutes les autres recherches, parce qu'il n'y a pas que le flow dans les découvertes scientifiques, il y a plein de belles avancées dans la psychologie positive, des choses qu'on sait maintenant comment ça fonctionne, qu'on savait pas avant, qu'il faudrait aussi remettre en parallèle, parce que au temps de Montessori, la société était pas la même, l'informatique n'existait pas, tu vois, tout un tas de trucs. Donc voilà. Je suis entièrement d'accord. Tu dis ce que je dis depuis quelques années, c'est exactement ça. Et nous, on est parti dans l'idée de créer une école, justement. Oui, j'ai vu ça. Tu as vu. Et donc l'idée, c'est de partir de la maternelle jusqu'au bac, justement, en prenant en considération tout ça, parce que le constat, il est exactement le même, que ce soit Montessori, Steiner ou Freinet. D'une part, faut les remercier parce qu'ils ont été pionniers quand même. C'est eux qui ont apporté un courant nouveau dans le monde de l'éducation. Ça, c'est génial. Mais effectivement, tu le soulignes bien, ils n'ont pas avancé. Ils sont restés sur leurs acquis. Or, les enfants d'aujourd'hui sont complètement différents des enfants d'il y a 100 ans ou il y a 30 ans derrière. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous synthétiser, si c'est possible, tout ce que tu as appris sur le bonheur? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour tendre vers le bonheur? Oui. Alors du coup, moi je suis allée plus loin. C'est-à-dire que au départ, moi, quand j'avais fait mes formations là, je parlais pas de bonheur, je parlais de plaisir au travail, plaisir entrepreneurial, voilà. Et puis après, j'avais commencé moi aussi à faire j'avais fait en parallèle du développement personnel.
Donc du coup, j'étais un peu branchée sur, à un moment donné, je dis oui, mais le bonheur c'est pas que le plaisir, parce que le plaisir il est plus lié au bien-être subjectif, qui est un des concepts scientifiques pour le bonheur. Bien-être subjectif, c'est un haut niveau d'émotions positives, un bas niveau d'émotions négatives et un bon niveau de satisfaction dans la vie. Ça c'est plus lié finalement quand on dit plaisir, quoi. Mais il y a l'autre pendant, la vision aristotélicienne du bonheur, qui est le bonheur eudémonique, qui est on est heureux quand on accomplit, quand on développe son potentiel, le développement de. Donc du coup, faisant après du développement personnel aussi, je dis non, mais c'est ça le bonheur, c'est développer son potentiel, c'est plus là. Puis donc là, c'est le concept scientifique, c'est le bien-être psychologique, qui est donné par un bon niveau d'estime de soi, d'autonomie, des buts dans la vie, les relations, et puis la maîtrise de l'environnement, c'est-à-dire les compétences, voilà. Et puis après, je retombe sur la théorie du flow. Je dis mais non, mais moi c'est comme ça que fonctionne, c'est ça aussi le bonheur. Alors je me dis mais en fait, je me disais mais c'est tout est le bonheur pour moi, que ça soit là je te résume les trois grands concepts entre le BES, le bien-être subjectif, le bien-être psychologique et le flow. C'est trois des très grands concepts qui sont souvent repris en recherche. Mais en fait, les théories du bonheur, mais t'en as une centaine, t'en as plein. Mais moi, j'ai vu ça, et puis, donc voilà. En fait, quand tu fais une recherche scientifique, tu fais d'abord une grosse recension des écrits. Donc, tu dois lire tout ce qui est écrit sur beaucoup de choses qui sont écrites sur le sujet pour justement pas réinventer l'eau chaude. Voilà, tu fais ça. Après, tu dégages une problématique. Donc moi, ma question de départ, c'était peut-on apprendre le bonheur ? Puis après, ça s'est décliné. Quand j'ai compris qu'on pouvait effectivement l'apprendre, c'était de comprendre un peu plus le comment et qu'est-ce qu'on mettait en œuvre. Et puis, en fait, après, tu dois choisir ce qu'on appelle un cadre conceptuel, un cadre théorique qui va éclairer ta recherche. C'est un peu comme, moi au départ, je suis plus matheuse que littéraire, en fait, même si j'écris. Mais c'est un peu comme quand tu dis en maths, dans un référentiel euclidien ou tu t'inscris dans un quelque chose pour éclairer ton. Et comme il y avait plein de théories du bonheur, les profs de mes dodos, ils me disaient mais moi je leur disais mais je peux pas prendre ça me paraît incomplet, je peux pas prendre ça me paraît incomplet, je peux pas prendre ça, ça me paraît. Puis ils me disent mais arrête de t'embêter, t'en choisis un, c'est ton angle de vue. Tu iras étudier, puisque moi je voulais étudier après, puisque apprendre le bonheur, je voulais étudier les formateurs et les conditions d'apprentissage, puis les formateurs qui prétendent étudier au bonheur. Mais choisissons un. Mais moi j'ai dit mais non, ça m'allait pas. Et puis alors mon premier directeur de recherche, lui, il était à fond dans le flow. Il s'appelle d'ailleurs, c'est quelqu'un de connu au Québec, qui s'appelle Charles-Henri Amert, et il a écrit La santé émotionnelle au travail, un super livre qui est déjà comment mettre en application au travail ce flow. Et malheureusement, il a eu un problème personnel et il a été obligé d'arrêter ma thèse. Du coup, j'ai dû retrouver un directeur de thèse, mais ça a été quelque part, pour moi, il n'y a pas de hasard. Et ce nouveau directeur de thèse qui a travaillé lui sur les émotions, il avait mis en avant un modèle des émotions. Et quand je lui disais là où j'en étais et compagnie, et je lui disais mais je peux pas moi choisir puisque je vois chaque théorie, je vois ses qualités et ses défauts. Je dis ouais, le BES, ok, mais il m'explique pas ça, puis ça il m'explique pas ça, il m'explique pas ça. Et du coup il me dit crée ton modèle. Voilà, il m'a donné cette permission, entre guillemets, crée ton modèle. Et du coup, je me suis pris au jeu et j'ai vraiment créé mon modèle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que beaucoup de théories du bonheur, c'était comme des morceaux de puzzle éparpillés. Et puis après, quand j'ai interviewé, pareil, pas mal de personnes. Alors soit des petits interviews directs, soit en prenant parce qu'il y en a qui avaient écrit sur qu'est-ce qu'était le bonheur, enfin en relevant d'abord les définitions. Je me suis rendu compte que pour moi, ça faisait le même effet. C'est bizarre, et j'ai l'impression qu'ils me décrivent des petits bouts de choses, quoi. Et du coup, j'en suis venue en croisant ce que j'avais compris scientifiquement et ce que j'avais compris intérieurement. Eh bien, j'en suis venue à créer un modèle intégratif du bonheur en me disant que ce bonheur, c'est tout ce qu'il me dit là, c'est des bouts, quoi.
c'est des bouts. Et donc le bonheur, c'est un processus en fait, et c'est un processus motivationnel qui nous aide. C'est ça que j'ai mis en évidence, un processus motivationnel qui nous aide à évoluer et agir dans notre environnement, donc pour atteindre nos buts. Et quand je dis évoluer, c'est évoluer spatialement et temporellement. Voilà, il y aura aussi la dimension que j'ai mis en évidence de l'élévation de conscience. Ce qui fait qu'en étant processus, le bonheur, il est à la fois l'élément de motivation, il peut être l'élément motivationnel de départ. J'ai quelques exemples simples parce que ça serait trop compliqué de tout expliquer, mais par exemple, rien que, tu veux manger. Rien que des fois de penser au bon repas que tu vas faire, ça te met déjà, tu vois, donc t'as cet élan déjà là. Alors ça peut être de penser à la qualité du repas, ça peut être tu vas manger avec des amis et donc t'as envie de les retrouver, tu vois, mais rien que ça, c'est avant même d'avoir fait l'action, tu ressens déjà du bonheur et ça te met en, voilà. Puis après, le bonheur, il va aider il va contribuer à nous engager vers la ressource disponible, qui est de trouver le bon repas, de trouver les amis ou je sais pas quoi, ou si c'est un but professionnel ou voilà. Il va nous aider à nous engager vers les ressources. Il va évaluer en même temps si la ressource est là ou pas. Donc si tu cherches ta ressource, t'as l'énergie pour ça, mais elle y est, tu reçois encore plus l'énergie du bonheur parce que voilà, si elle y est pas, le bonheur, il y aura pas bonheur, c'est l'énergie négative. Donc ça va, pour que tu retrouves le bonheur, faut que tu reviennes un peu en arrière ou que tu bifurques. Et puis après, tout ça t'emmène vers ton but. Puis après, pareil, jusqu'à ce que tu atteignes ton but précis. Et là, le bonheur va évaluer aussi ton but. Et que très souvent, ce qu'on appelle le bien-être subjectif, c'est très souvent uniquement la fin. C'est-à-dire l'évaluation du but, tandis que le flow va être plus au début. Puis le bien-être psychologique, moi je l'ai complètement décortiqué parce que il parle à la fois des besoins, des buts, il est à la fois chemin, voilà. Et j'ai alors des choses simples. Je comprends, mais je me dis en t'écoutant, peut-être qu'il y a quand même une partie de la population qui va peut-être pas tout suivre. Est-ce que il y a des exemples simples que tu peux donner qui permet à la population de tendre vers le bonheur? Une personne qui, aujourd'hui, à l'acte, elle dit « Ok, j'ai bien compris, visiblement, je peux apprendre à tendre vers le bonheur. Donne-moi des exercices à faire. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour tendre vers le bonheur ?» Voilà. Alors, ça va pas se faire d'un coup, parce que, comment je vais dire ça autrement? Pour moi, le bonheur, puisque c'est lié au but et au chemin des individus, c'est pour ça qu'il y a plein de formes de bonheur différents, puisque chacun, là où il en est dans sa vie, il peut, il peut avoir des buts complètement différents. En plus, ce qu'il faut juste comprendre, c'est un système d'évaluation intérieure. Donc, ça veut dire que on a le même système d'évaluation qui va à la fois évaluer nos petits buts et nos grands buts. Donc, ça peut se court-circuiter. Donc, il y a, moi, avec ce modèle-là, je suis capable de situer tout ce que peuvent justement les exercices de la psychologie positive ou tout ça, je peux situer à quel niveau ils sont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les émotions positives vont contribuer à accélérer le processus. Donc tout ce qui va renforcer tes émotions positives, tu prends les exercices de psychologie simple, psychologie positive simple, qui sont la gratitude, des lettres de gratitude. Moi je faisais déjà ça avant, faire des lettres de gratitude ou des lettres de visualisation positive de ton projet, parce que visualiser positivement ce que tu veux atteindre, ton but, c'est ça te donne ce bonheur de départ là. Si tu l'as pas, si tu sais pas où, si tu l'as pas, tu peux avoir cet élan de départ. Si au lieu d'imaginer là où tu veux aller et d'y voir tous les freins, si tu imagines là où tu vas aller en voyant que tu as envie d'y aller, tu te vois y être. Tu te coupes pas du chemin. Tu t'ancres, c'est comme si tu t'ancrais dans une énergie positive qui va te donner cet élan de départ. Après, tout est à faire, hein. C'est pas du miracle, c'est juste du fonctionnement, hein. C'est du fonctionnement naturel. Et puis après,
moi, parce que le problème, c'est que dans la psychologie positive, pour moi, il y a des exercices qui sont, il y a plein de choses, mais il y a des choses qui sont très comportementales. Un peu, donc du coup, ça peut faire penser que, ok, tu sais, un peu des choses à la méthode Coué, si je vais dire que tout va bien, tout va aller bien. Il faut se méfier de ça parce que ça peut marcher dans des cas, mais pas dans d'autres, parce que il faut comprendre. C'est là où j'en suis en venue. Il faut comprendre comment marche le processus en toi. Et c'est ça. Plus tu vas être à l'écoute de tes émotions et de ton processus, et que tu vas comprendre comment ça marche tout ça en toi. C'est comme si pour conduire une voiture, tu n'as pas besoin de savoir la mécanique intérieure. Tu peux conduire ta voiture, donc tu peux faire des exercices de renforcement d'émotions positives, des choses, qui vont t'aider à conduire la voiture. Mais à un moment donné, si tu as des problèmes et que tu as envie d'être autonome avec ta voiture, il va falloir que tu comprennes un peu comment fonctionne le moteur, puis comment fonctionnent un petit peu les rouages et tout ça. C'est ça, mon modèle, il sert à ça, en fait. Tu voudrais dire qu'on a déjà les solutions en nous et qu'il faudrait se poser et s'écouter, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est pas les solutions en nous, c'est en fait qu'à un moment donné, donc dans ce modèle, pour que ça marche, le bonheur, il va prendre ce que j'ai appelé un continuum hédonique, c'est-à-dire il va prendre toutes les formes des degrés de conscience différents, c'est-à-dire que ça va commencer par la forme la plus basique qui est plaisir, douleur. Voilà. Après, ça va être en niveau au-dessus, ça va être émotion positive, émotion négative. Après, ça va être l'humeur. Après, ça va être tu vois, ça va monter au niveau cognitif, l'évaluation cognitive, jusqu'à Et donc, si à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu sais, tu as compris ce que tu veux faire, que tu restes à l'écoute de ce système. Eh bien, si c'est positif, tu sais que tu vas dans le bon sens. Si tu as une émotion négative, c'est comme s'il fallait que tu regardes. Que tu remettes à plat, quoi, suivant le but que tu as, où est-ce que tu veux aller. Elle est pas mauvaise, l'émotion négative. Il faut pas il faut pas les supprimer. Tout ça, ce sont des indicateurs de fonctionnement. Donc, du coup, alors pour faire simple, plus on va prendre conscience de tout ce mécanique qui se passe un peu inconsciemment, plus on va en prendre conscience, plus on va être autonome par rapport à notre fonctionnement intérieur. Et plus ça va nous guider, pour savoir où on veut aller ou pas. Tu vois, dans le flow, c'est déjà ça. Ouais. Le flow, c'est déjà, je suis, l'activité, je suis motivée par cette activité même, parce qu'elle me procure un sentiment d'enchantement qui m'encourage, qui continue. Je vois, ouais. On pourrait considérer que la méditation serait un super outil pour aller dans cette direction. La méditation, ça va beaucoup aider, tout à fait, parce que ça va nous aider ça va nous aider d'abord à nous ramener à nous, oui. Ça va pas être suffisant, mais ça va être, à mon avis, nécessaire à un moment donné pour prendre conscience que tous nos conditionnements, parce que forcément la difficulté pour avancer va être de se dire parce que sinon si on a, comment je vais dire ça, quand on a conscience au bout d'un moment de ce système qui fonctionne en nous, qu'on prend de l'autonomie dessus, eh bien on s'aperçoit qu'avant, là où on croyait que c'était nous qui avions la main, c'était pas forcément nous, entre guillemets, c'était notre ego, nos croyances, nos conditionnements, tout, voilà. Mais il faut du temps il faut du temps pour prendre conscience de ça. Et moi, pourquoi j'ai fait ça, c'est que comme j'aime écrire, moi tout le temps j'écrivais beaucoup de ce qui se passait en moi, tout le temps, et je prenais tout le temps des temps de recul pour dire et même des fois quand ça n'allait pas, quand il y avait des moments qui n'allaient pas, j'écrivais ce qui n'allait pas, puis tu vois, il se passait après un dénouement et tout ça. Donc et puis après je t'ai dit, j'ai fait un peu de développement personnel aussi, j'en ai fait j'ai fait de la méditation aussi, j'ai fait de la connaissance de soi, de moi, comment je fonctionne, pour tu t'aperçois là de certains conditionnements que t'as et qui viennent pas de toi. Mais c'est ça. Et du coup, petit à petit, cette prise de recul, c'est plus t'entres en toi, plus tu prends du recul finalement. C'est ça l'idée. Et c'est ça, et c'est ça qui te permet
après, au début, ça demande aussi, pareil, des efforts, mais après, ça devient de plus en plus naturel. Parce que du coup, tu es à l'écoute de cette... Moi, j'ai appelé ça, en fait, comme une communication subtile. Évidemment. À l'intérieur de soi, qui nous permet, d'être plus fluide, et puis tout, voilà. Après, voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ton regard de chercheur croise les sages. Les sages le disent avec d'autres mots, mais ils disent exactement la même chose que toi. Ben oui. Ouais. Et ben oui, mais tu vois, c'est ce que... Alors du coup, j'ai sorti un premier petit bouquin, parce que comme je faisais des formations et des conférences, on me demandait des fois, et je l'ai appelé comme ça, le bonheur entre l'approche des sens et l'apport des sciences. C'est vraiment de recroiser ça dans mon doctorat. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, de croiser cette approche intérieure. Parce que tu vois, pour comprendre où en étaient les scientifiques et où en étaient les autres, ben il fallait avoir vécu. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je voyais le bonheur comme ça. Ah oui, mais après moi j'ai évolué, je le voyais plus comme ça, puis après je le voyais plus comme ça. Ça peut. Et en fait, je m'aperçois que beaucoup de chercheurs, malheureusement, sont uniquement là. Et du coup, moi, je trouvais pas normal que je me dis, tu vois, des trucs, tu vois, des chercheurs, ok, ils sont dans leur théorie, tout ça, même en sciences humaines, je parle bien en sciences humaines. Et puis à un moment donné, ils sont capables de s'énerver complet pour défendre un truc, voilà. Et en fait, voilà, ou alors ils veulent pas entendre parler de ci parce que, enfin, ils prennent des positions complètement irrationnelles. Après, t'as les clés de lecture. Et voilà. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'a encouragée là-dedans, parce qu'il avait mis un modèle des émotions. C'est ce qui me semble le mieux. Eh oui. Ouais, bah oui. C'est marrant que tu dis ça, parce que je disais exactement la même chose hier sur une autre interview. Et ce que je pense, c'est que les chercheurs d'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent au bonheur, il faut qu'ils l'expérimentent à titre personnel. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien de faire des stats et tout, etc. Mais si tu l'expérimentes pas, tu passes à côté de quelque chose d'énorme. Voilà. Ouais. Alors, une approche personnelle seule ne suffit pas, parce que tu sais pas si ce que tu vis, c'est universel. Donc, il faut d'abord un premier niveau, c'est pour scientifiser un peu ça, c'est c'est Chon qui a écrit Le praticien réflexif. Donc moi, j'étais beaucoup dans ces démarches-là au début, c'est-à-dire tu fais, puis à un moment donné, tu prends du recul, tu regardes faire. Voilà, c'est ça, cette prise de recul. Et puis après, le niveau au-dessus, j'ai été chercher, c'est Bourdieu, en fait, quand je suis tombée sur les écrits de Bourdieu, qui parlent de l'objectivation participante du chercheur. C'est pas l'observation participante, c'est lui. En fait, du coup, j'ai eu les concepts théoriques qui allaient bien pour ça. C'est-à-dire que lui, il décrit justement l'erreur de beaucoup de chercheurs d'avoir essayé de plaquer la théorie à ce qu'ils voyaient au terrain, au lieu d'essayer de le comprendre. Et il donne par exemple des exemples simples. Il dit qu'à un moment donné, il parle d'anthropologues ou d'ethnologues qui vont étudier des tribus, et puis du coup, il dit à un moment donné, par exemple, il tape sur un bâton. Et donc les chercheurs qui ont étudié ça, ils se disent oui, mais c'est parce que le bâton c'est un symbole de machin. Enfin, ils partent dans des théories accabrantes. Et en fait, Bourdieu il dit mais non, c'est parce qu'à un moment donné, c'était simple. Il fallait juste taper. Si tu tapes avec le bâton, c'est juste ça te renforce toi. C'est le sentiment. Il faut voilà. Et puis après, sur d'autres moments, il disait, tu vois, par exemple, les chercheurs étaient capables de traiter certaines choses qu'ils voyaient de démarches primitives. Et Bourdieu, il dit, mais tu peux pas, si tu reconnais en toi si t'as travaillé ton côté primitif, parce qu'on l'a encore tous, tu peux pas analyser les choses de la même manière. C'est évident. Et voilà. Ouais. Et donc j'ai trouvé grâce à ça le truc qui allait bien et qui permet de. Ça me fait penser à Mathieu Ricard, parce que Mathieu Ricard, il fait partie de ces scientifiques reconvertis. Voilà. Et lui, justement, il marie bien les deux, quoi. Ouais. Il est à fond dans l'expérimentation, et en même temps, il a ce côté cartésien qui lui permet aussi d'analyser avec beaucoup de rigueur et de pragmatisme ce qu'il vit, quoi. C'est ça, parce qu'il faut cette rigueur quand même, parce que sinon, tu peux pas prendre tout pour argent comptant, parce que t'as pas assez de recul, tu sais. Voilà, mais là, avec toutes ces recherches qu'il y a, ou en même temps, avec la psychologie positive, puisque ça rejoint
à la fois la psychologie, les neurosciences, les travaux des neurosciences qui corroborent et tout ça, on peut faire. Et moi, pour moi, c'est ce côté-là de la recherche, c'est intéressant. C'est tous ceux qui marient ces côtés-là, quoi. Et ils sont pas les plus nombreux, pour l'instant. Non, ils sont pas énormes, c'est clair. En France, en tout cas, parce que comme tu le disais, à l'étranger, notamment au Canada, ils sont des gens un peu plus nombreux, quoi. Oui, mais il y a tout, c'est pareil. Mais il y en a un peu plus, il y en a un peu plus, ça c'est sûr. Donc, ce qui veut dire que, en t'écoutant, on pourrait dire que la gratitude, c'est très important. Oui. Trouver son excellence. Mais bon. Enfin, la gratitude ou tous les exercices d'émotions positives qui vont te remettre en paix avec toi-même, voilà. Alors, trouver son excellence, je pense que certains vont se dire, ok, mais je fais comment pour trouver mon excellence? Il y a des exercices pour ça? Moi, pour l'instant, ce que je connais, c'est le processus de reconnaissance des acquis, quoi, qui est en fait, ça rejoint je sais pas si t'as déjà entendu parler des histoires de vie. Ouais. Si tu veux, tu dois faire une rétrospection sur ta vie, sur tout ce que tu as vécu. Et puis tu vas après analyser tes expériences, mais au lieu de regarder des expériences en disant voilà, j'ai appris telle ou telle chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vas essayer d'en tirer vraiment les savoir-faire et savoir-être profonds. Au début, ça demande un peu d'aide de quelqu'un, tu peux faire un groupe, mais après, au bout d'un moment, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Encore mieux, on résout l'équation, on revoit l'éducation. Et comme tout part de l'éducation. Mais on peut le faire, ça, bien sûr qu'on peut. Faire prendre conscience, en fait. C'est la prise de conscience. C'est ça donc toute méthode qui pour comme tu dis, révéler son talent, son excellence, ça va passer par beaucoup la prise de conscience de qu'est-ce que tu as mis, toi, en jeu quand tu as fait telle activité. C'est ça. Et ce qui est formidable, c'est que on peut le faire. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un accident ou d'avoir quelqu'un autour de soi qui décède pour avoir ce déclic qui un jour te dit bon ok, faudrait que je pense différemment ou il y a quelque chose, quoi. C'est bien quand même de dire aux gens non, tout ça s'apprend, il faut prendre le temps, il faut l'acter, quoi. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et donc ces études que tu as menées, est-ce que toi à titre personnel ça t'a amené à tendre vers plus de bonheur? Alors, du coup, j'ai du mal à dire plus de bonheur parce que maintenant c'est un processus, moi. Okay. C'est une habitude. Donc, du coup, c'est le bonheur, c'est pas l'euphorie perpétuelle. C'est-à-dire que, par exemple, même pleurer, peut faire partie du bonheur. Parce que tu vas avoir tout autorisé à pleurer pour une chose triste. Moi, ça m'a permis de plus de bonheur dans le sens retrouver plus facilement le bonheur quand il y a quelque chose qui va pas, parce que je connais mon processus, je connais le processus et je sais, je peux regarder où est-ce que ça pêche. Et à un moment donné, du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir soit tu peux plus atteindre ton but pour raison X, donc tu dois prendre conscience que tu peux plus atteindre ton but, et donc il faut changer de but. Ou alors, tu te rends compte qu'il te manque certaines ressources pour atteindre ton but, et que voilà, et c'est toi qui as l'autonomie de tout ça. C'est pas la faute à X, à Y, à machin. Souvent, c'est ça qu'on fait. Ça va plus. Ah oui, mais c'est la faute à. Donc on fait rien là. On peut attendre. Là, on peut rester malheureux tout le temps, puisqu'on croit que nous, on n'a pas cette possibilité d'agir sur le processus. Là où c'est compliqué, c'est trouver un but. En t'écoutant, je réfléchis et je pense aux gens qui m'entourent, même ma famille proche, des amis, les gens que je côtoie à travers mes voyages, parce que très souvent on est amené à parler aussi de ce genre de choses. Et vraiment, je m'aperçois en t'écoutant qu'il y en a, pour certains, c'est très difficile de trouver un but. Oui, tout à fait. Et tu as tout à fait raison, parce que donc quand je t'ai dit que dans les personnes qu'on avait accompagnées là dans les impasses professionnelles, moi j'accompagnais vraiment pour le flow par rapport à leurs capacités et tout ça, mais on était, et puis ma collègue elle les aidait vraiment à trouver le but de leur vie ou mission de leur vie, mais c'est pareil, ça va en fait le problème c'est que alors t'as une méthode québécoise qui marchait
j'avais utilisé, moi, qui s'appelle, ils appelaient ça l'ADVP, c'est ancien, hein. C'est activation, développement personnel et vocationnel. Et moi, je te dis, j'ai commencé moi, j'ai eu de la chance que mes débuts de formatrice, d'avoir acquis ces méthodes-là, à 20 ans. J'étais dans un centre de formation rue Célestin Freinet, tu vois. Et après, c'est après que je suis tombée haut, parce que j'ai cru que tout ce que j'avais appris là, tout ce que je voyais là, c'était normal, c'était que tout le monde faisait. C'est après que j'ai vu que c'était loin d'être le cas. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc, cette méthode-là, elle aide, en fait, il faut que tu tritures ta vie de toutes les manières. C'est-à-dire, ça revient à te rappeler qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais petit. Tu vois, tu reviens quand tu avais 7-10 ans, qu'est-ce qui te motivait quand tu jouais dans la cour, tu jouais à quoi? Et si c'est à la poupée, ça suffit pas. C'est qu'est-ce que tu faisais quand tu jouais à la poupée? Ou qu'est-ce que tu faisais quand tu jouais? C'est pas là, parce que t'as pas, tu peux jouer à la poupée en imitant une maman, hein, tu peux jouer à la maman, tu peux jouer à la poupée en inventant des scénarios, tu peux, ça c'est la première approche. Regardez tout ce qui te marquait dans ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, quels étaient tes livres favoris, tes films favoris. Voilà, tu vas regarder ça dans des tranches de vie. Tu vas regarder, pareil, tout au long de ta vie, des choses qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont, Et donc, ça demande, ça demande un petit peu de temps et tout ça. Puis à un moment, il y a des gens qui, après ça, mais il y a des gens qui vont trouver, à un moment donné, ça va faire un déclic et puis on va les aider à formaliser ça. Et les gens pour qui ça sera beaucoup plus long, parce qu'ils ont tellement été conditionnés au départ à jamais penser par eux-mêmes que c'est clair, hein. que du coup, et donc dans ces cas-là, ces personnes-là, on les conseille d'aller continuer cette quête de ça et d'être à l'écoute toujours d'elles-mêmes et de repérer leurs élans dans la vie. Tiens, d'un coup, qu'est-ce qui, être poussé plus loin, de pousser plus loin cette chose-là. Et pour continuer, tu vois, moi, j'ai fait ça pour aider les entrepreneurs. Au travail, j'essaye d'amener un peu aussi le flow là, tout ça. Mais je fais aussi des stages de préparation à la retraite. Et je fais ça. Qu'est-ce que je fais en stage de préparation à la retraite? Il se passe que, surtout, je travaille avec des collectivités territoriales, donc des gens qui ont fait soit toute leur carrière, soit une bonne partie de leur carrière comme fonctionnaires. Donc, autrement dit, ils étaient définis par leur statut, par leur fonction. Hein, je suis fonctionnaire, en plus, quelque chose de très dicté d'extérieur. Mais en fait, en retraite, parce que, donc, je t'ai parlé de Léon Bouffard tout à l'heure, qui avait contribué à vulgariser tout ce qui avait et traduire Csikszentmihalyi. Eh bien, lui, il a fait toutes les recherches du bonheur ont commencé au Québec avec les personnes plus âgées, les seniors et compagnie. Et ils sont aperçus à un moment donné que qu'est-ce que c'était des retraités heureux? C'est des personnes qui continuent à avoir des buts en lien avec leurs valeurs. Et puis du coup, la santé physique, leur santé mentale, on continue à avoir des activités de type flow ou voilà. Du coup, ça se répercutait sur leur santé mentale et puis et continuer. Et donc du coup, moi, dans les stages de préparation à retraite, j'aide les retraités à trouver des activités qui vont leur contribuer ça, plutôt que parce que sinon c'est peur du vide, donc je comble. Ouais. Je comble mon vide par des activités. Et ça sert à rien. C'est de l'activisme au sens péjoratif du terme, et ça peut leur emmener beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus. Donc voilà. Donc c'est, tu vois, c'est retrouver les choses positives à différents niveaux. Soit tu les travailles directement, la gratitude, le pardon, tu travailles sur tes émotions positives pures. Soit tu travailles sur les moyens d'améliorer tes activités positives, tes émotions positives avec du sens. Et donc en trouvant des buts suffisamment grands qui vont te tirer, qui vont te donner ce bonheur motivationnel là, qui vont. Tu crois que seul on peut y arriver ou on a absolument besoin d'être entouré? Non, seul on peut. Il y a des gens qui y arrivent seuls. Hein. Moi perso, moi aussi j'ai eu de l'aide, forcément. Enfin, ça dépend parce que t'as toujours, quand je fais du développement personnel, tu sais, à un moment donné, tu rencontres différentes personnes qui t'aident. Donc, mais quand on dit c'est pas une personne
qui t'a aidé à tout faire ça, c'est toi qui, à un moment donné, t'as vu un livre qui t'a parlé, t'as rencontré une personne qui t'a parlé, t'as une autre personne. Donc, parce que Csikszentmihalyi, il dit qu'il y a des personnes, il les décrit comme des personnes autotéliques, c'est-à-dire capables de trouver leur propre but. Donc, du coup, et en général, ce sont des personnes très créatives, et il les décrit comme des personnes ayant, en général, une enfance plutôt heureuse, et dans lequel on les a laissés assez libres. Et c'est un peu exactement moi. Moi, j'étais la dernière de 5, avec des frères et sœurs plus grands. Et voilà, autant quand mes frères et sœurs me parlent de comment ils ont été un peu encadrés dans l'éducation, voilà, que moi, en fait, c'est comme si on l'avait laissé un peu. Moi aussi, c'est pareil. Voilà, tu vois. Donc, je me doutais que ce que tu m'avais dit, je me disais. Et donc, du coup, eh bien, il y a des personnes qui naturellement peuvent, puisque du coup, c'est comme si on nous avait fait confiance déjà. Ça, c'est important, la confiance, parce que du coup, c'est de l'énergie positive. Hein. Et puis, ben voilà, tu trouves, voilà, tu arrives à avoir un petit peu plus d'autonomie par rapport à ça et à sentir. Puis il y en a d'autres maintenant, non, parce qu'elles ont été trop conditionnées. Mais du coup, ben là, elles ont besoin d'accompagnement. Il faudra beaucoup plus les accompagner, mais elles peuvent complètement trouver ça aussi, quoi. D'ailleurs, tu le dis de manière indirecte, hein, je reviens encore à l'éducation, mais tu vois, on parlait d'éducation, et finalement, tout part de là, quoi. Ben oui. Tout part de là. Tout à fait. Si tu laisses les enfants libres et tout, c'est sûr et certain. Ouais. Alors voilà, après, il faut donner il faut du cadre. Ça veut pas dire faut du cadre. Et il faut une structure. Parce que on s'est aperçu là d'ailleurs en intervenant, je t'ai parlé de mon asso là avec on est des artistes là, on intervient moi c'est sur l'écriture, du coup il y a des artistes du cirque, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a tout ça pour aider à retrouver un peu des choses de l'estime de soi et de la confiance. Et bien pour faire ça, pour que les enfants regagnent cette liberté, il faut quand même qu'ils aient un cadre. Voilà, mais après, c'est à l'intérieur du cadre qu'il y a la liberté. Il faut de la structure quand même. Mais sauf que là, nous, ce qu'on fait, c'est que l'éducation majoritaire, elle met du cadre dans du cadre, dans du cadre, dans du cadre, quoi. C'est-à-dire que c'est, un exemple. Moi, il y a de plus en plus de jeunes enfants qui décrochent en 4e. Et des surdoués qui étaient surdoués et qui deviennent décrocheurs. Mais on sait pourquoi maintenant. C'est parce qu'en fait, jusqu'à avant la 4e, eh ben, ils arrivaient à c'était assez intuitif, c'est-à-dire t'apprends à compter, voilà, donc il y a une mécanique, il y a quelque chose qui est assez simple à trouver. Puis à partir de la 4e, on commence à imposer des méthodes. C'est-à-dire comme s'il y avait qu'une seule façon de résoudre un problème, comme s'il y avait qu'une seule façon d'apprendre, comme s'il y avait qu'une seule façon. Donc on met, c'est ça, le cadre dans le cadre. Donc du coup, ces élèves-là qui avaient l'habitude de voir, ils voient d'ailleurs, des fois ils voient toujours la solution tout seuls, mais ils ne comprennent pas le chemin, on leur impose un chemin. Exactement. C'est ça. C'est le sentiment que j'avais à l'école. C'est, tu pouvais apporter d'autres solutions avec un regard différent, on disait non, c'est pas ça. Et ben non, et donc c'est voilà. Comme ça. Donc tu vois, il faut du cadre, mais une grande liberté autour du cadre pour laisser la spontanéité. Puis plus tu fais ça, plus tu peux agir on est dans une société où tout bouge, tout change, tout. Les gens qui ont eu l'habitude de s'adapter, de comprendre, ils sont vachement plus armés que les autres. Évidemment. Puisque avant on traçait, tant que le chemin était tracé, ça allait pour continuer. En quête, s'il y a qu'une façon de faire, on fait tout ça. Bon, en quête, c'est facile, quoi. Mais voilà. Ouais. Mais maintenant, c'est plus possible. Donc c'est pour ça que maintenant, ça commence à casser. Parce que. Est-ce que dans tes recherches, t'as été amené à aborder le sujet de la spiritualité? Parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit ça à travers les interviews. Finalement, cultiver la spiritualité, c'était aussi un bon moyen de tendre vers le bonheur. Ouais. En fait, après, moi, je t'ai parlé de différents niveaux de conscience. Et plus tu montes, parce que au début, tu es dans les instincts, les plaisirs, les choses, tu vois les choses au fur et à mesure. Et plus tu découvres ton intériorité, c'est-à-dire au départ ta manière de fonctionner, tout simplement, ce qui te permet d'agir, tes conditionnements, toutes ces choses-là, tu t'en dégages. Puis quand tu continues. À un moment donné, c'est comme si un peu quelque chose s'ouvre. C'est ça. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est que t'as l'impression d'être lié. Il y a des choses qui sont plus grand que soi. C'est comme si moi, je trouve que c'est ça. Tu te rémerveilles à nouveau de tout, quoi. Parce que tu te dis, tu te dis, mais bon sang, comment c'est merveilleux, comment on fonctionne, comment ça, tout, voilà. Et cette spiritualité,
Oui, c'est une genre de connexion profonde à toi. Est-ce que tu as le sentiment qu'on est tous interconnectés? Oui, c'est d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi, je vais pas le ressentir comme ça en permanence, mais j'ai certaines expériences. Alors, des fois, c'est à travers des rêves, tout simplement, ou d'autres choses qui me sont amenées à changer mon état de perception des choses. Ça m'étonne pas. Tu sais que les scientifiques disent clairement que nos cellules discutent entre elles. Discutent, c'est une façon de résumer, mais qu'elles sont en connexion. Là, lors de notre échange, on peut être certain que notre organisme réciproque est aussi en train d'échanger. Et rien que ça, déjà, c'est aussi comprendre qu'on est connecté. Et là, pour le coup, les scientifiques le valident. Mais oui, puis du coup, en fait, l'interdépendance, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai mis en avant aussi la notion d'interdépendance dans le processus du bonheur. Interdépendance entre tous les éléments, mais du coup, après cette interdépendance, tu la mets au niveau de tous les êtres vivants. Parce que, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et on ne peut pas, on ne peut pas agir chacun de notre côté sans que ça n'ait de répercussions. Donc tout contribue. C'est ça qui est compliqué, je trouve, dans la tête, dans nos têtes, même moi le premier, c'est de se dire que finalement, on fait tous partie d'un maillon et que chaque maillon est important. C'est-à-dire de la fourmi en passant à l'être humain, ou chat, etc. Et c'est là où c'est comme on n'a pas été éduqué à percevoir les choses de cette façon. Je pense notamment à la communication animale. Je sais pas si tu as entendu parler de tout ça, mais clairement, c'est des choses qu'on peut développer. On a cette capacité de rentrer en communication avec les animaux, avec notre entourage même globalement, avec la nature. Et comme on n'est pas éduqué dans ce sens-là, ça paraît tellement énorme et gros tiré d'un livre de science-fiction que les gens se ferment automatiquement à ça. Alors que de plus en plus dans mon cheminement, je m'aperçois que c'est une réalité et que tout ça peut s'apprendre. Ah ben oui, après il y a des impressions. Moi j'étais dans les rêves. Après moi j'ai perdu mon père tôt, à 16 ans. Mais voilà, après j'ai eu des expériences bizarres, quoi. Déjà j'avais l'impression, des fois eu l'impression aussi toi même ça va plus loin, cette connexion avec les êtres. Voilà, et moi je rigolais avant en disant ces trucs-là. Tu sais, j'ai fait quand même maths sup, maths spé, machin, donc rationnel, scientifique moi au départ. J'étais complètement fermée à tout ça, sauf que j'étais quand même poète quand j'étais enfant. J'écrivais déjà de la poésie. Donc à un moment donné, ce formatage, moi j'ai ressenti le formatage, même si j'ai adoré mes études, maths sup, maths spé, ingénieur. Je regrette pas mes études, mais heureusement que je me suis réveillée parce qu'elle m'avait surdéveloppé mon côté. Alors j'aime pas dire rationnel parce que je trouve que l'autre côté, c'est justement, il est très rationnel. C'est actuellement, on est dans l'irrationnel. Ceux qui ne développent pas l'autre côté sont dans l'irrationnel complet. Donc moi j'ai redéveloppé. Alors des fois on parle cerveau gauche, cerveau droit. C'est pas tout à fait juste au niveau scientifique. Maintenant on sait, mais c'est ce côté. On peut l'appeler. Il y a en même temps, ça rejoint à la fois l'émotionnel, le spirituel, l'émotionnel, le relationnel, le spirituel, quoi. C'est cette côté-là qui. Mais je pense qu'il y a quand même. On voit de plus en plus de choses qui. Ce que j'allais dire. J'allais te poser la question. C'est moi je le vois à travers mon activité professionnelle et puis aussi à titre perso. J'ai vraiment le sentiment que depuis 5-6 ans, il y a des prises de conscience qui sont partout dans le monde, au niveau de l'environnement, de l'agroalimentaire, de la santé, du bien-être, de l'interconnexion, etc. Pierre Rabhi nous parle de sobriété heureuse. Il y en a de plus en plus qui tendent vers ça. Et moi, j'y crois aussi. Je suis convaincu à 200%. Simplifier au maximum sa vie. Tu vois, toi aussi, cette prise de conscience qui est en train de se faire. Oui, tout à fait. Je remarque et je me dis tant mieux, ça va dans le bon sens. J'ai l'impression que ça explose un petit peu de partout et tu parles de sobriété, il y a cette recherche effectivement de simplification, et je pense que plus on capte cette connexion à soi et aux autres, je pense que plus on en revient à du simple, parce que du coup le reste on s'aperçoit que quand on prend le recul et qu'on voit des fois que pourquoi on a fait ci et fait ça, et voilà, on s'aperçoit que les raisons, elles sont autres, et puis on voit les autres agir de cette manière-là, et voilà, quoi, c'est... Dans tes recherches, en tant que scientifique, est-ce qu'on s'intéresse aussi aux philosophes? Tous ces philosophes qui sont intéressés à cette notion du bonheur, est-ce que c'est une partie que vous prenez aussi en considération, ou vous regardez que les stats? Non. Alors justement, c'est une bonne question ça par rapport aux stats. Justement, donc les philosophes, oui. Alors certains
plus que d'autres. À un moment donné, on avait accusé les scientifiques américains de les prendre moins en compte alors qu'en France, forcément, on avait une voilà. Moi, j'ai regardé. J'ai d'abord commencé par l'étude philosophique. J'ai regardé tout ce qu'ils disaient tous sur le bonheur, et je me suis aperçue après que du coup, on trouve bien sûr Aristote sur le bonheur eudémonique. On trouve Épicure sur le plaisir. On trouve après c'est Socrate, voilà. C'est Aristide de Cyrène qui était sur plus sur le plaisir aussi, et on s'aperçoit qu'en fait quand même les scientifiques il y a des courants philosophiques un peu en opposition. Je me suis aperçu que les scientifiques ils ont repris, c'est-à-dire qu'en gros ils continuent à se battre, mais non, le bonheur c'est le BES, la preuve, nos recherches statistiques marchent quand on fait ça. Non, c'est le BE, c'est le bonheur psychologique, c'est le bien-être psychologique. La preuve, c'est que ça marche. Tout ça, c'était pas invalidé. Mais oui, mais c'est parce que ils regardent des morceaux de processus et que tu sais pas ce que c'est le processus complet. Oui, tu peux dire la personne elle a fait un truc qu'elle aime bien. Oui, elle a un bonheur résultat. L'autre elle développe ses potentiels. Oui, le bonheur il contribue aussi à ça. Donc c'est en prenant l'approche processus, tu vois, tu réconcilies un peu les différentes approches et tu t'aperçois, mon modèle là, il me permet de dire, voilà, là on est là on est là, tu vois, c'est ça qui est vachement intéressant. On aura accès aux fruits de tes études? Oui, alors alors pour l'instant la thèse elle est au Québec, donc elle n'est pas accessible. Donc le premier livre que je t'ai dit, le bonheur là, il présente ma compréhension intérieure du bonheur et puis les grandes théories du bonheur, donc du départ, et il termine par je décris le modèle, mais sans aller plus loin. Et puis là, je suis en train d'écrire un second livre qui va sûrement être à destination des formateurs et des managers, parce que pour l'instant c'est ESF éditeur là. Je sais pas si tu connais l'édition ESF qui est intéressée. Donc du coup, il faut que ça soit à destination. Où là, ça serait vraiment des clés concrètes, pratiques, pour encore plus aller plus loin. C'est-à-dire que la thèse, si tu veux, il m'a fallu, parce que moi au début je voulais tout simplement étudier les formateurs là du bonheur, mais il m'a fallu, quand j'ai compris que le bonheur c'était une boîte de Pandore et qu'on allait dans toutes les directions, il m'a fallu faire une grosse partie où je représente toutes les théories, je refais les liens, voilà, tout ça c'est sans doute un peu fastidieux pour les personnes, c'est un gros travail, mais après ce qui va intéresser voilà, c'est pour ça que je vais faire un livre dessus, parce que après comment, ce que tu disais, comment concrètement on met en place ça. Donc voilà, donc il y a des petites choses que je t'ai un peu dites comme ça, il y en a tout un tas d'autres quoi qui. Et ça sortirait quand? T'as une idée? Non, j'espère l'année prochaine, fin d'année prochaine, je pense, parce que là je suis en train d'écrire une publi qui va peut-être, si elle est prise dans la revue québécoise de psychologie, qui va décrire un peu mieux le modèle scientifique là, modèle intégratif. Et puis après le livre, j'ai écrit le début, enfin la première tiers, on va dire. Et voilà, c'est-à-dire c'est une décline. Voilà, je redécline les parties intéressantes de la thèse en allant plus loin et en allant plus loin dans le pratique. Voilà, c'est ça. Est-ce que parmi toutes ces études, moi je suis sensible aux citations. Est-ce qu'il y a des citations que tu as retenues? Je vais te donner la mienne, qui pour moi représente très bien ce qu'on devrait incarner. C'est-à-dire Gandhi qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde. Je trouve que il n'y a pas mieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi t'incarnes le bonheur, à partir du moment où t'incarnes ce changement que tu as envie de voir dans la société, tu inspires les gens par mimétisme aussi autour de toi. Est-ce que toi t'as des citations comme ça que tu aimes? Il y en a plusieurs. Il y en a une qui c'est et j'aimais bien celle de Paul Coelho, le bonheur finalement le bonheur se multiplie quand on le divise. Voilà, celle-là, je la trouve super. Et puis, j'en ai une autre. Alors, par contre, je vais pas la savoir par cœur. Je vais la prendre dans mon bouquin. Vas-y. Que je mets justement en début. Enfin, j'en ai mis dans mon bouquin. Mais alors, c'est pas tout à fait sur le bonheur. Mais je vais juste lire ce que je mets j'ai repris donc Mihaly Csikszentmihalyi, du livre Vive la psychologie du bonheur. Parce que la question qui est souvent cruciale, c'est, mais pourquoi, du coup,
pourquoi ça fait 2000 ans finalement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus avancé que ça? Mais même qu'il y a quand même 20-30 ans qu'on commence à connaître plein de choses, pourquoi on n'y arrive pas encore? En fait, lui, il explique, ça va rejoindre, tu vas voir, une des conversations qu'on a eues. Il met, si l'on connaît depuis des siècles ce qui permet d'être libre et de contrôler sa vie, pourquoi avons-nous fait si peu de progrès en la matière? Pourquoi sommes-nous aussi impuissants que nos ancêtres dans l'affrontement de nos obstacles au bonheur? Une des raisons se rapporte au type de connaissance. La sagesse nécessaire à l'émancipation de la conscience n'est ni cumulative ni transmissible. Il ne suffit pas de savoir comment faire, il faut le faire. Tu vois, c'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on disait par rapport, on a accumulé la transmission des savoirs comme ça, mais et tu sais, quand on parlait des chercheurs qui restent là, ouais. Mais non, c'est parce qu'il faut tout vivre. Et donc la pleine conscience dont tu parlais, c'est ça, et c'est parce qu'on va vivre et qu'on va prendre conscience de tout ce qu'on est en train de vivre et de tout ce qu'on va faire qu'on progresse. C'est ça l'évolution de conscience. Et c'est pas de juste d'être si on est le temps qu'on est à l'extérieur de soi. La connaissance reste à l'extérieur de soi, elle se transmet pas spécialement directement, et puis toi t'as pas plus évolué que ça, t'as agi dans ton environnement, mais tu n'as pas évolué. Voilà. Merci Marie-Pierre. Merci. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»